Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les enjeux de la théorie des avantages comparatifs. Donc cette présentation s'inscrit dans une série de vidéos disponibles sur la même chaîne qui réfute la théorie des avantages comparatifs. L'enjeu de la théorie des avantages comparatifs, c'est la supériorité du marché. Supériorité par rapport à quoi? Par rapport à deux autres modes de coordination principaux qui sont l'État et la firme ou l'entreprise, c'est pareil. Cette supériorité du marché, elle s'établit en 5 points. Premier point, l'un sans doute des plus importants, c'est que le marché serait créateur de richesses. Le deuxième point, c'est que le marché concourrait à l'intérêt général. Le troisième point, c'est que le marché établirait la justice. Le quatrième point, c'est que le marché serait un système économique total, donc autosuffisant, un système économique complet. Et le cinquième point, c'est que le marché relèverait des sciences de la nature. L'économie serait une science naturelle. L'enjeu de la théorie des avantages comparatifs, c'est d'établir la supériorité du marché. Et donc, en ce sens, on peut dire que la théorie des avantages comparatifs est le socle doctrinal du libéralisme économique. Donc, ce n'est pas simplement une doctrine du libre-échange, ça va plus loin. C'est une doctrine qui promeut le libéralisme économique. Nous allons voir comment. Premier point, le marché créerait de la richesse. Pour cela, on va reprendre la théorie comparative. On l'a présentée dans d'autres vidéos. On va la présenter brièvement. Pour rappel, les principes de la théorie des avantages comparatifs ont été posés en 1817 par Ricardo. Et donc, Ricardo prend l'exemple de deux pays, l'Angleterre et le Portugal, qui produisent et qui échangent deux biens, le vin et le drap. Donc, Ricardo prend la situation en autarcie. Le Portugal produit un vin avec 80 hommes, produit un drap avec 90 hommes. L'Angleterre produit un vin avec 120 hommes et produit un drap avec 100 hommes. Donc, ce qui est important de remarquer ici, c'est que l'Angleterre est moins productive que le Portugal. Elle est moins productive à la fois sur le vin et sur le drap. Donc, on peut dire, c'est important pour la suite, que l'Angleterre est un pays défavorisé. Aujourd'hui, on dirait que c'est un pays sous-développé. Selon Ricardo, les deux pays se spécialisent, donc l'Angleterre sur le drap et le Portugal sur le vin. Quand les deux pays se spécialisent, il y a un gain en vin au Portugal et un gain en drap en Angleterre. On ne revient pas sur les anomalies de cette présentation. Aujourd'hui, on va la prendre telle qu'elle. Suite à cette spécialisation, les deux pays échangent. Ils échangent au prix de un vin contre un drap. On a vu que c'est un prix factice, qui est différent du prix de marché, mais on va le prendre tel quel. Et donc, si on admet ces hypothèses, on a un gain pour l'Angleterre de 0 de drap et un gain pour le Portugal de 0,125 vin. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'il n'y a aucune variation des facteurs de production. Les quantités de travail restent inchangées. Il n'y a aucun progrès technique. Il n'y a pas de nouvelles machines, de nouveaux procédés de fabrication. Et il n'y a pas d'amélioration de la productivité, comme il peut y en avoir par exemple chez Smith, par apprentissage, etc., ni de rendement décroissant. Il n'y a aucun autre phénomène économique que la spécialisation et l'échange. La conclusion que l'on peut tirer des avantages comparatifs, c'est que la richesse naîtrait du seul commerce, ou dans l'autre sens, si l'on veut, le commerce créerait de la richesse. C'est le principe fondamental des avantages comparatifs. Cette idée que les avantages comparatifs créeraient de la richesse, enfin, ou que le marché créerait de la richesse, elle est partagée par un grand nombre d'économistes. On va prendre Finlay qui résume cette idée. L'économie moderne et le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui dépendent évidemment fondamentalement de la spécialisation et de la division du travail entre les individus, les entreprises et les nations. Le principe de l'avantage comparatif, clairement énoncé et démontré pour la première fois par David Ricardo en 1817, est l'explication analytique fondamentale de la source de ces énormes gains au commerce. Donc les avantages comparatifs seraient à l'origine de la prospérité moderne, c'est comme ça qu'on peut comprendre ce texte. Et donc il ne s'agit pas de petits gains marginaux, selon Finlay, les avantages comparatifs génèrent des gains énormes. L'idée que les avantages comparatifs institueraient le marché est partagée aussi, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, par les institutions internationales et, selon le FMI, le concept d'avantage comparatif est le fondement des échanges interpersonnels et du commerce international.
Donc ça, c'est la première idée. C'est l'idée que le commerce créerait de la richesse. Deuxième point, le marché concourrait à l'intérêt général. L'idée traditionnelle du commerce, celle qui est ancrée dans toute la représentation classique sur le commerce, c'est que un échange, ça fait toujours un gagnant et un perdant. Cette idée, elle est très très ancienne. Aristote l'énonce déjà. L'enrichissement par le commerce est blâmé à juste titre, car il n'est pas naturel, mais se fait aux dépens des autres. Donc là, Aristote parle de la forme commerciale de ce qu'il appelle la crématistique. On peut faire des échanges, des choses pour une autre, mais dont on a l'utilité. Cette idée, elle est très persistante, elle traverse les siècles. Selon Thomas d'Aquin, donc qui est beaucoup plus récent, au XIIIe siècle, le négoce envisageait en lui-même à quelque chose de honteux, car il ne se rapporte pas de soi à une fin honnête et nécessaire. Donc il y a un soupçon qui pèse en permanence sur le commerce. Ce soupçon moral, comme on l'a vu chez Aristote et Thomas d'Aquin, il devient politique dans une époque plus récente, dans ce qu'on appelle le mercantilisme, donc du XVIIIe siècle, par exemple, chez François Véron de Forbonnais, qui rédige l'article « Commerce » dans l'encyclopédie de Diderot, l'importation des marchandises qui empêchent la consommation de celles du pays ou qui nuisent au progrès de ses manufactures et de sa culture entraîne nécessairement la ruine d'une nation. Donc la condamnation, elle est définitive. La théorie des avantages comparatifs est en rupture avec cette vision du commerce, donc soit inégal, soit moralement répréhensible, parce que selon les avantages comparatifs, il y a deux gagnants. Il n'y a pas de perdant avec les avantages comparatifs. Les deux pays sont gagnants. Non seulement ça, mais pour gagner, il faut faire gagner l'autre pays. Donc c'est une dépendance mutuelle qui s'instaure et il y a presque une obligation éthique à commercer, puisqu'on est gagnant, mais on fait aussi gagner le reste du monde. Et donc il peut y avoir l'idée dans le commerce international que tout le monde partage les bénéfices du commerce. Donc le marché devient un système qui réunit les hommes où les intérêts particuliers sont subordonnés à l'intérêt de tous. Donc c'est l'idée que exprime déjà Montesquieu avec le terme de doux commerce. Ricardo utilise le nœud commun de l'intérêt. Les économistes modernes utilisent l'idée d'harmonie internationale, etc. Donc en fait, les avantages comparatifs contribueraient à l'intérêt général. Le troisième point, c'est que le marché établirait la justice. Pour rappel, la théorie des avantages comparatifs succède à la théorie des avantages absolus. Alors, l'un des reproches qui est fait à la théorie des avantages absolus, c'est qu'elle exclurait les pays sous-productifs du commerce international. Bon, on a vu dans une autre vidéo que ce reproche n'est pas fondé, mais il existe, il est constamment formulé par les économistes. On a vu par ailleurs qu'il est infondé, mais c'est une autre question. Les avantages comparatifs, eux, incluent dans leur principe même les pays sous-productifs dans le commerce international. Donc, les avantages comparatifs corrigeraient une injustice que les avantages absolus auraient consacrée. Ça, c'est la première idée, mais il y a une deuxième idée, c'est que le commerce comparatif profiterait davantage aux pays sous-productifs. Cette idée elle est développée notamment par Mill. Alors, il montre que les pays les plus riches, toutes choses égales par ailleurs, sont ceux qui tirent le moins de bénéfices d'un volume donné de commerce extérieur, donc un commerce comparatif. Donc si c'est les pays les plus riches qui profitent le moins, ce sont les pays les plus pauvres qui profitent le plus. Cette idée elle est peu acceptée par les partisans de la théorie des avantages comparatifs. C'est plutôt une vision optimiste du commerce international qu'essaie de défendre Stuart Mill, mais cette idée, bon, d'abord, elle n'est pas démontrée et elle est contestée. Mais bon, peu importe, l'idée, c'est que les avantages comparatifs profiteraient davantage aux plus faibles. Donc, en réduisant les inégalités, le commerce comparatif rebattrait les cartes pour les plus faibles et instaurerait une nouvelle justice. Le quatrième point important, c'est que le marché formerait un système économique total, complet, autosuffisant, on va voir ce que ça veut dire. Donc tout d'abord, il y a un axe horizontal. Donc les avantages comparatifs, traditionnellement, on les utilise beaucoup pour le commerce international, mais en fait, ils s'appliquent à d'autres types d'acteurs, et en fait à tous les acteurs économiques. On va voir comment.
Les avantages comparatifs peuvent s'appliquer entre individus. Par exemple, Krugman et Wells utilisent un modèle entre individus, donc entre Tom et Hank, échoués sur une île déserte, et donc plus ou moins habiles dans la pêche ou dans la cueillette des noix de coco. Et le modèle que vous voyez ici à gauche, on a exactement les mêmes moments, donc l'autarcie, chacun produit son poisson et ses noix de coco. Après, les deux individus échangent, et par cette spécialisation et cet échange, ils obtiennent tous les deux un gain. La conclusion de Krugman et Wells, c'est que tout individu et tout pays ont un avantage comparatif dans quelque chose permettant des gains à l'échange. Les avantages comparatifs, ça marche aussi entre firmes, c'est-à-dire entre entreprises. Il y a quelques modèles, par exemple celui de Mankiw, où Boston et Chicago se spécialisent sur les chaussettes rouges et les chaussettes blanches. Ça fonctionne aussi, ça fonctionne un peu moins bien parce que les firmes ne consomment pas ce qu'elles produisent. Donc en fait, le modèle il est un petit peu incomplet parce qu'on a la spécialisation mais on n'a pas l'échange. Et ça fonctionne un peu moins bien pour des raisons qu'on ne va pas détailler ici, peu importe. Mais l'idée, c'est que les avantages comparatifs, ça fonctionnerait aussi entre firmes. Donc, on peut généraliser, et nous allons généraliser avec la suderie du chêne et une halle, selon qui la notion d'avantage comparatif est principalement utilisée dans les relations commerciales internationales. Mais l'avantage comparatif est un principe d'économie générale applicable à l'échange interne entre agents particuliers. Donc agents particuliers, c'est les individus ou les firmes. L'échange après spécialisation, là où chaque producteur a le plus fort avantage ou le moindre désavantage, procure un gain au co-échangeur. Donc la question inévitable, c'est la suivante. L'avantage comparatif explique-t-il tous les échanges? Certains auteurs ne sont pas loin de franchir le pas. Nos auteurs ne le font pas tout à fait. En ce qui concerne les échanges internationaux, si on inclut ceux dont les motifs sont diplomatiques ou politiques, donc par exemple l'armement, l'armement, il y a des motifs politiques qui contraignent les échanges, et ceux qui correspondent à un avantage absolu strict, donc un avantage absolu strict, c'est par exemple si je détiens une ressource naturelle, du pétrole, etc., on explique cependant davantage qu'on ne pouvait le penser il y a 2 décennies. Donc les avantages comparatifs sont présents dans l'ensemble, globalement, des échanges économiques. Les avantages comparatifs, c'est tous les acteurs, c'est non seulement les pays, mais aussi entre individus, entre firmes. Mais on va voir également qu'ils portent sur toutes les étapes du cycle économique. L'idée traditionnelle du commerce, c'est qu'il ne porte que sur la distribution et non sur la production. Donc cette idée, elle est très ancienne. Donc Aristote l'énonce déjà, le commerce n'est pas créateur de valeur absolument, mais par échange de valeur. C'est une idée que reprend Jean-Baptiste Say, donc du 19e siècle, qui pose la question, les échanges sont-ils productifs de richesse? Sa réponse est la suivante, non, pas directement, car rien ne produit de la richesse que ce qui ajoute à la valeur des choses en ajoutant à leur utilité. Or, les objets échangés ont passé dans des mains différentes, sans avoir, après l'échange terminé, une valeur courante supérieure à celle qu'ils avaient auparavant. Dit autrement, à part le transport, etc., ce qu'on peut dire, c'est que l'échange ne produit rien, dans la vision traditionnelle de l'économie. Les avantages comparatifs introduisent une rupture dans cette vision. Ça s'opère de plusieurs manières. La première idée qu'on retrouve constamment dans la littérature économique, c'est toute spécialisation attesterait de la prégnance des avantages comparatifs. Donc quand on se spécialise, on l'a déjà vu, la spécialisation serait la manifestation des avantages comparatifs. L'autre idée que l'on retrouve très souvent, c'est que toute sous-productivité illustrerait la persistance des avantages comparatifs. Il y a la célèbre illustration de Samuelson, de l'avocat et de sa dactylographe. Donc l'avocat est plus performant que sa dactylographe en dactylographie, mais selon Samuelson, il a quand même intérêt à employer sa dactylographie et à se consacrer des activités à plus grande valeur ajoutée. Donc voilà, donc cette métaphore on l'utilise très souvent. Mankiw utilise plutôt Tiger Woods et son ouvrier qui tond la pelouse, bien que Tiger Woods sache tondre beaucoup plus efficacement que son ouvrier, etc.
L'autre idée qu'on retrouve souvent, c'est que toutes les importations relèveraient de la théorie des avantages comparatifs. Donc il y a même un concept qui a été développé sur ce thème. Donc c'est le concept d'avantages comparatifs révélés. Bon, on va pas entrer dans le détail de ce concept, mais en fait, il parle, d'une certaine manière, il part du volume des importations et des exportations pour montrer que l'efficacité de la théorie des avantages comparatifs. L'idée principale, c'est que les avantages comparatifs organiseraient toute la production. Donc, le marché organiserait toute la vie économique, y compris la production et pas seulement la distribution, en tout lieu et en tout temps. Selon Krugman et Wells, il y a des gains à l'échange. Les individus peuvent obtenir davantage de ce qu'ils désirent par l'échange que s'ils essayaient d'être autosuffisants. Cette augmentation de la production est due à la spécialisation. Chaque personne se spécialise dans ce qu'elle sait faire de mieux. Si on prend dans le sens, chaque fois qu'on se spécialise, c'est en raison des avantages comparatifs. Donc cette idée, elle vaudrait même dans les sociétés primitives, qu'on appelle aussi les sociétés premières. L'illustration est de Krugman et Wells, dans leur ouvrage. Donc on voit que si l'homme et la femme dans les sociétés primitives se spécialisent sur la chasse et sur la cueillette, ce serait en gros en raison des avantages comparatifs. C'est l'idée, quand même. Comme on l'a vu dans une autre vidéo, les avantages comparatifs sont un petit peu convoqués à tort et à travers. Donc dès qu'il y a une dimension économique dans un domaine d'activité quel qu'il soit, alors que ce soit le sport, la division sexuelle du travail, l'interprétation de Mad Max, l'industrie cinématographique, le maillot de l'équipe de France de football, on retrouve très souvent cette idée des avantages comparatifs mobilisés pour expliquer tel ou tel phénomène. Le cinquième et dernier point, c'est que le marché relèverait des sciences de la nature. Ce ne serait pas simplement une science politique ou une science sociale, ça relèverait des sciences de la nature. Selon un sondage de 1979, 97% des économistes soutiennent le libre-échange. Le deuxième point, c'est que la théorie comparative, ce n'est pas véritablement une thèse du type affirmation sur un état de choses, du type la Terre est plate ou la Terre est ronde. C'est une démonstration arithmétique, alors une démonstration fausse sans doute, comme on l'a montré, mais ça reste une démonstration arithmétique et mathématique. C'est à ce titre que la théorie des avantages prétend être la seule loi des sciences sociales. Donc ça, c'est Samuelson qui le dit, mais il n'est pas le seul à le dire. Bien sûr, la théorie comparative n'est pas la seule théorie qui fait la promotion du marché. Mais avec elle, le marché dispose d'une hégémonie théorique sur toutes les autres théories économiques, que ce soit le marxisme, le keynésianisme, le protectionnisme. Donc le marché dispose avec la théorie des avantages comparatifs d'une théorie irréfutable qui le justifie. Donc le marché sera la forme supérieure de la coordination économique, donc par rapport à l'État, qui limite le marché à quelques degrés que ce soit, mais c'est aussi par rapport à la firme. Les théories de la firme naissent de l'interrogation de cause, pourquoi il n'y a pas seulement un marché, mais aussi des entreprises. Les théories de la firme gravitent autour de l'idée de marché, donc avec les théories des droits de propriété, les théories des contrats, la dénomination de marché interne par rapport à un marché externe, etc. La conclusion, c'est que le marché est la forme supérieure de la coordination économique par rapport à toute alternative. Donc, la théorie comparative promeut le libre marché, dont les corollaires sont la libéralisation, la dérégulation, la privatisation, l'externalisation, la sous-traitance, enfin, tout ce qui rapproche l'activité économique du marché. En conclusion, le marché serait la forme supérieure de la coordination économique, donc le marché apporterait la prospérité, il concourrait à l'intérêt général, il établirait la justice comme on l'a vu. Le domaine d'application de la théorie des avantages comparatifs ne se limite pas aux échanges internationaux, mais elle s'applique aussi aux individus, entre les firmes, entre les nations. En conclusion, le marché serait un système autosuffisant dont les avantages sont établis scientifiquement par la théorie des avantages comparatifs. Avec nos remerciements pour votre attention.